Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver en ce mois de janvier. Ça continue, 19e édition déjà de l'émission Auto Hebdo. On a un joli programme aujourd'hui. On va évidemment revenir sur le Dakar 2026 qui s'est conclu du côté de Yanbu en Arabie Saoudite. On va aussi bien parler de tous ceux qui ont gagné ce Dakar parce que c'est important de citer évidemment tous les vainqueurs dans les différentes catégories. On retrouvera Mathieu Chambelin dans quelques instants parce qu'il est allé chez McLaren à Woking la semaine dernière. Michael Jensen était présenté comme le premier pilote de McLaren en hypercar et on y était évidemment. On retrouvera également Victor Martins, le pilote alpine en endurance, qui nous a accordé une petite interview. Et puis Mathieu nous donnera des résultats de monoplace, parce que ça fait quand même très plaisir, il y a toujours la frotte et le fremette qui sont actuellement en cours. Bonjour Mathieu, bienvenue. Exactement, t'as très bien résumé. Écoute, j'ai rien à rajouter, merci Michael. Tout va bien, écoute, voilà, comme tu dis, ça continue, les formules régionales Middle East, Océanie, on va parler de tout ça, on va parler de Woking avec grand plaisir bien sûr. Et puis bon, je dirais qu'aujourd'hui je serai pas la star de l'émission, parce qu'on a un grand retour quand même. Oui voilà, parce que ça y est, notre renard du désert est revenu du Dakar, le voici, Cyprien Juillard, comment ça va ? Bah ça va, écoute, on est forcément un peu décalé parce que il fait plus frais ici. Oh là là, ça y est. Tout de suite. On était pas mal dans le désert quand même en ce mois de janvier parce que moi je vous voyais prendre vos tempêtes de neige et nous, bon, on n'avait pas de tempête de sable donc c'était pas mal. C'est vrai. C'était pas mal, vous avez évidemment suivi Cyprien pendant tout le Dakar sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo, vous avez été très nombreux donc merci beaucoup et puis il va nous parler évidemment de ce qui s'est passé sur le Dakar, on va commencer par ça justement. Nasser Al-Attiyah remporte donc pour la 6e fois le Dakar aux côtés de son copilote Fabien Lurquin qui remporte pour la première fois l'épreuve mythique du Rallye Raid. Cyprien, victoire pour Dacia également, donc ça fait plaisir pour l'écurie franco-roumaine, on va l'appeler comme ça. Mais Nasser Al-Attiyah, il allait la chercher en étant un petit peu discret quand même finalement, il n'a pas fait non plus tant de coups d'éclat que ça, mais il a marqué les étapes qu'il fallait. Exactement, il a fait les coups d'éclat quand il fallait les faire, donc il avait ciblé ses étapes, l'étape 6 par exemple, qui était la première étape de Dune, où il a décidé d'accélérer, et puis le reste du temps, pas de coups d'éclat, mais finalement pas de crevaison, ce qui a miné beaucoup d'autres de ses concurrents, donc il a fait un Dakar à l'expérience, on va dire, très très régulier, très bon, il a accéléré quand il fallait, il a géré quand il fallait, et à la fin, il gagne avec une belle marge. Donc il n'y a aucune contestation sur cette victoire de Nasser Al-Attiyah et de Fabien Lurquin. Et Nasser Al-Attiyah et Fabien Lurquin, ils devancent deux Ford, celle de Nani Roma et de Mathias Ekström, les Raptors qui se sont montrés quand même extrêmement rapides pendant ce Dakar. Est-ce que c'était pas finalement les voitures les plus rapides de ce Dakar ? Ça se joue, en tout cas c'était assez dur à dire parce qu'il y a pas mal d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment la position sur la route. On sait que c'est assez pénalisant pour les vainqueurs de la veille qui souvent perdent du temps le lendemain, donc on a du mal des fois à vraiment comparer ces voitures. On a une Toyota qui marchait très bien, une Dacia qui marchait très bien, mais en tout cas les Ford sont dans ce groupe-là, c'est sûr, voire peut-être un peu de vente parce que elles ont réussi à faire des jolis tirs groupés sur des étapes avec les privés aussi qui ont pourtant l'ancienne version du Raptor, Romain Dumas, Martin Prokop par exemple, qui ont fait des très bons résultats, Romain Dumas deuxième sur une étape notamment. Donc ça montre quand même que chez Ford, on a une voiture qui marche bien, on a des pilotes aussi qui sont bons, parce que tous ont bien performé. Dans l'équipe officielle, ils sont 3 sur 4 à avoir gagné une étape, et le seul qui n'en a pas gagné, c'est Carlos Sainz finalement, donc c'est le plus expérimenté de tous, mais le Raptor marche très très bien, et je pense qu'il va falloir faire très attention à Ford maintenant pour les années qui viennent. Ouais, c'est sûr, il se place extrêmement bien. Toyota, on est un peu sur notre fin, mais d'un autre côté, je sais pas ce que tu en penses toi Cyprien, mais moi j'estime qu'ils ont montré une très belle rapidité. Maintenant, c'est la fiabilité qui a un petit peu fait défaut. Normal quand on arrive avec un nouveau pick-up sur le Dakar aussi. Malheureusement, c'était peut-être possiblement prévisible. Oui, ça fait partie du jeu. Puis alors, finalement, les problèmes de fiabilité, ils en ont pas eu tant que ça non plus. C'est là où ils perdent beaucoup de temps chez Toyota, c'est sur des crevaisons. Quintero, par exemple, gâche son Dakar. Je crois que c'est dès la 3e étape où il perd plus d'1 heure. Latogan aussi. Latogan a crevé un nombre de fois incalculable. Il avait crevé 9 fois au bout de 3 jours. Ouais. On est à 15, je crois, au total, même peut-être plus que ça. Ouais, c'est ça. Et puis pareil, à la fin, il casse un moyeu. Il a une casse d'amortisseur aussi sur une étape, mais qui est plutôt causée par un trou dans lequel il passe, alors que les autres pilotes passent à côté du trou. La direction assistée aussi, qui casse sur une étape. Donc. Mais voilà, mais par exemple, la direction assistée, il y a eu le même problème chez Dacia. La Tegan, le vrai problème qu'il a eu, c'est qu'il a eu beaucoup de malchance. Mais enfin, on reparlera peut-être de la Tegan après, mais pour revenir sur le nouvel Hilux, en tout cas, oui, il a montré une belle performance, et c'est prometteur, et chez Toyota d'ailleurs, ils étaient plutôt satisfaits quand même de leur Dakar, même si à la fin, leur meilleur pilote n'est que 8e du général, ce qui n'est pas la place que devrait occuper la meilleure Toyota. Bah quand même, quand on a monté un pick-up en aussi peu de temps, un pick-up qui est quasiment 100% belge en plus,
c'est quand même bien de le voir performer sur des étapes et gagner des étapes déjà. Tu parlais d'Henk Latogan, deuxième du Dakar l'an dernier. Cette année, il était bien parti pour l'emporter, parce qu'il fait un magnifique coup sur l'une des étapes de la première semaine. Il reprend 20 minutes à tout le monde en étant parti 23-24e. Et finalement, voilà, comme tu le dis, c'est plutôt de la malchance. Et tu penses qu'il avait vraiment de quoi faire pour gagner ce Dakar ? Il y a un peu des deux, mais en effet, c'est un pilote qui a montré qu'en termes de vitesse pure, quand il a une bonne position et qu'il peut montrer ce dont il est capable, c'est pour moi le plus rapide de tous. En tout cas, sur ce Dakar, c'était vraiment celui qui a fait la meilleure impression sur ses moments forts, en reprenant vraiment beaucoup de temps, en étant très très fort. Après, il a une malchance assez folle, parce qu'il y a cette fameuse étape, justement, c'est l'étape 9. Il crève. Il y a le pit stop, donc le fameux pit stop qui a été introduit l'an dernier, où les pilotes peuvent s'arrêter devant leur camion d'assistance, changer les roues, réparer des pièces. Juste avant d'y arriver, il casse sa direction assistée, qui est changée en 13 minutes par les mécanos de Toyota, ce qui est quand même très très rapide pour changer une direction assistée. Il repart derrière Sébastien Loeb, il fait même pas 20 km, qu'il prend une branche d'arbre dans le pare-brise qui lui explose le pare-brise. Et donc il termine l'étape sans pare-brise, parce qu'il l'enlève à grands coups de pied avec son copilote Brett Cummings. Je veux dire, pour moi, ça, c'est vraiment le Dakar de Latogan, parce que si tu regardes à l'arrivée, il termine juste devant Alatia, cette étape. C'est vrai. Malgré tout ça. Et en effet, après, voilà, il a l'amortisseur qui pète un jour à 10 km de l'arrivée, il tombe en panne d'essence à 8 km de l'arrivée. C'était fort aussi. Non, c'est vrai qu'il lui arrivait que des soucis, en fait, Voilà. avec Latogan. C'est vrai que quand tu les additionnes, déjà que l'an dernier, il le perd un petit peu sur un problème qu'il a décalé, du coup, face à Yazid Al-Raji, qui lui a abandonné très tôt. On en avait déjà parlé dans l'émission. C'est vrai que c'était peut-être une belle pièce, encore une fois, Latogan. Pour terminer cette partie auto, Sébastien Loeb, évidemment, on ne peut pas ne pas faire le bilan du Dakar de Sébastien Loeb, 4ème, finalement avec sa Dacia, passé à 8 secondes de gagner la dernière étape. Donc il aurait pu avoir une victoire à l'étape sur ce Dakar, ça n'est pas le cas. Il n'avait pas l'air non plus complètement désabusé, il a tenu à rappeler que 4ème sur un Dakar, c'est pas rien, même si on attend évidemment beaucoup plus, ça reste pas mal quand même. Il n'a pas volé sur les cailloux. Non, Mais Sébastien Loeb. C'était pas, oui, on rappelle c'était sa phrase, ouais. voilà, la phrase de Sébastien Loeb, Jésus marche sur l'eau, Nasser vole sur les cailloux. 4 crevaisons à 14, si je dis pas de bêtises, entre les deux Dacia. Donc effectivement, c'est peut-être là aussi que ça se joue. Bah, c'est là où ça se joue. Alors, c'est assez marrant parce que je trouve qu'au fil du Dakar, il a un peu changé de discours sur les crevaisons. Sébastien, au début, il disait je comprends pas, je roule déjà à 20% et je crève. Et puis, au bout de quelques étapes, il a commencé à dire je me demande si j'attaque pas trop fort les étapes, parce qu'il crevait souvent dans les premiers kilomètres. Et il a fait un peu ce cheminement, et je pense qu'il laissait encore te comprendre, et il a cette lucidité de comprendre que Nasser Al-Attiyah fait quelque chose que lui ne fait pas en termes de gestion. Voilà. Il a compris que c'était pas que le hasard non plus, que c'était pas que les pneus. En effet, quand il y a 4 crevaisons à 14, il y a une part de malchance, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il commence à se remettre un peu en question, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas si frustré à la fin, parce qu'il parle Dakar sur ça. Il parle aussi de Dakar sur un problème de direction assistée qu'il touche, pareil, dans l'étape 9, dans la première partie de la marathon, qui est là où il devait normalement refaire une grande partie de son retard et gagner, ou en tout cas être devant. Sauf que lui, le problème arrive après le pit stop, donc il doit arriver jusqu'au bivouac refuge avec. Voilà, ce qui était en plus très très dur physiquement, puisqu'il devait lâcher le volant pour descendre les dunes, par exemple, se laisser descendre pour repartir dans l'autre sens parce qu'il pouvait pas tourner le volant. Oui, c'est un autre exercice, quoi. Voilà, c'est plus pareil. Et puis il disait que physiquement, il a 50 ans quand même, il est affûté, mais à 50 ans, je pense que c'est pas facile non plus. Donc non, en fait, je pense que il a compris pourquoi il n'avait pas gagné ce Dakar. Il n'a pas vraiment de regrets à avoir, mais voilà, donc en effet, satisfait de cette 4ème place. Il est tombé sur plus fort que lui. Je pense que c'est plus frustrant d'abandonner en se disant j'ai fait une bêtise, j'aurais pu aller un peu moins fort dans cette zone ou autre, que là, de se dire en effet, on a eu un peu de malchance, mais il y a aussi un petit facteur conservation des pneus que Nasser a en plus, et sur lequel je pense qu'il va creuser dans les mois à venir. À moto, le Dakar s'est joué pour 2 secondes, un final Incroyable. absolument exceptionnel. Donc on a eu Daniel Sanders qui était meneur au début de ce Dakar, il a chuté, il s'est brisé la clavicule, donc il a évidemment fini, parce que ça reste un motard finalement, donc voilà, ces gens sont Dans extrêmement un courageux. sale état. Il était complètement non mais c'est normal. Il avait l'épaule vraiment violette et il souffrait le martyre dès qu'il descendait de la moto. Imaginez faire le Dakar avec une clavicule en vrac, c'est très compliqué, donc ça a ouvert évidemment, lui qui était le vainqueur en titre, ça a ouvert la possibilité à pas mal de monde. Il y avait Edgar Canet qui a très bien commencé, et puis qui a eu beaucoup de problèmes sur une étape, et ça lui a permis de ne plus être dans les prétendants à la victoire, et ça s'est joué finalement entre la KTM de Luciano Benavides et la Honda de Ricky Brabec. Brabec était en tête jusqu'à 9 km de l'arrivée, il se trompe d'endroit, il va sur une mauvaise piste, et il franchit la ligne 2 secondes derrière Benavides après plus de 4000 km de course. C'est Ouais. dingue. Et c'est complètement dingue, surtout qu'il avait 3 minutes 20 d'avance quand même, avant la dernière étape, qui faisait que 105 km. Donc
3 minutes 20, normalement, c'est une formalité. Mais l'organisation avait prévenu, avait dit, méfiez-vous de cette dernière étape, elle est piégeuse, il y aura des possibilités de se perdre, il va falloir être bon sur la nave, et en effet, Brabec n'a pas été bon. Alors, est-ce que c'est la pression ? Bon, d'un autre côté, Brabec, c'est quand même un pilote qui avait déjà gagné 2 fois le Dakar. C'est ça, oui. Normalement, il sait ce que c'est, il connaît cette sensation, on va dire, et puis il avait gagné il y a 2 ans, c'est pas non plus très vieux. Mais voilà, là, il a craqué au pire moment, et puis 2 secondes, faut se rendre compte quand même. Ils ont fait quasiment 8000 km chronométrés. C'est fou. Il y a 2 secondes à la fin. C'est de la folie, et Benavides n'y croyait pas, et évidemment, on le comprend, lui qui gagne enfin le Dakar, d'ailleurs, du coup, lui qui était l'ancien champion du monde, mais voilà, c'est vraiment des scénarios comme ça qui sont complètement fous. Et franchement, non, là, la course moto nous a encore une fois tenu en haleine, parce que le peloton, l'avance la plus élevée était peut-être de 9 ou 10 minutes pour Sanders à un moment donné du rallye, mais sinon, ça s'est toujours joué à pas grand-chose. C'est toujours le cas, de toute façon, en moto. Et voilà, non, franchement, Benavides a été très bon. Et puis ça fait du bien à KTM aussi, qui, on sait, ils ont toujours ces petits soucis financiers, on va dire, et c'est toujours un peu compliqué pour eux. Voilà, on continue d'aller chercher des victoires, on continue sportivement en tout cas, et de l'avant. Oui, et puis en plus c'était assez marrant, ça dépend vraiment de quel côté on se place, mais à vivre en direct, parce qu'il y avait par exemple Sarah Price, la pilote Defender en stock, coéquipière de Stéphane Peter-Hansel, qui était venue pour féliciter Brabec à l'arrivée. Puis évidemment, il y avait toute l'équipe Honda, donc... j'avoue que nous on comprenait pas trop parce que on n'avait pas forcément accès au pointage à ce moment-là, enfin en tout cas on n'avait pas regardé ce qui se passait, puisque comme tu l'as dit, en fait au dernier pointage avant l'arrivée, au pointage kilométrique, Brabec est toujours devant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs il est parti vraiment pour gagner l'étape. Voilà, il se perd dans les 10 derniers kilomètres, vraiment. Il se perd à 3 bornes de l'arrivée. Même. C'est fou. Donc c'est complètement dingue. Et donc en effet, quand on le voit arriver, on comprend que Benavides sort déjà, évidemment l'effervescence monte un peu, puis on comprend que Benavides gagne. Mais faut se rendre compte, c'est complètement dingue, parce que nous on y allait en pensant que Brabec allait gagner, que c'était une formalité. Voilà. Donc assez fou à vivre, et puis forcément du côté de Honda, les visages étaient assez fermés. Ils sont montés sur le podium juste après l'arrivée, en fait ils passent tous sur le podium pour être présentés un peu à la foule, et un par un, et Ricky Brabec n'a pas enlevé son casque. Et il avait envie d'être partout sauf là, je pense que ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà, chez Honda, un petit mot quand même pour féliciter aussi Adrien Van Beveren qui a gagné une étape, qui n'a pas eu le Dakar qu'il aurait aimé avoir, mais voilà, il a quand même gagné son étape, donc c'est pas mal. Dans les autres catégories, parce que c'est important de parler de toutes les catégories également de ce Dakar, en Rallye 2, toujours à moto, donc Tony Mulech qui l'emporte, en Original by Motul, ça c'est la catégorie malle moto, vous savez, c'est les vrais aventuriers du désert, ceux qui partent avec simplement une malle et quelques outils et qui font eux-mêmes leur assistance. Benjamin Melot, le Jurassien, s'est enfin imposé, lui qui en était à son 7e Dakar dans la catégorie et qui avait terminé à plusieurs reprises sur le podium. Il avait perdu l'an dernier pour une petite erreur dans la dernière étape, donc il l'emporte ici en Original by Motul. En stock, victoire de Rokas Baciuska avec son Defender. En même temps, Defender était venu avec une Armada, donc c'est pas non plus très surprenant, mais ils ont fait finalement le podium, avec en tout cas les 2 premières places du podium. C'est Sarah Price qui finit 2e de la catégorie stock. En Challenger, victoire de Pau Navarro. En SSV, c'est Brock Hager qui l'emporte. Et en camion, un camion du team de Roy qui l'emporte, mais ça, c'est assez habituel, évidemment, du côté du Dakar. En tout cas, une très très belle 48e édition. On a hâte d'être à la 49e l'an prochain. Après cette parenthèse Dakar, mais qui était bien intéressante et nécessaire, on va partir du côté de chez McLaren. On va partir à Woking avec Mathieu. Parce alors là, que on change du tout au tout. Hein. On passe du désert, vraiment. L'ambiance n'était pas la même. Pas du tout. Non, ça c'est la météo non plus, j'imagine. La météo, tout avait changé. Clairement, tu étais à Woking, donc, puisque l'écurie McLaren a présenté son premier pilote pour le programme Endurance en hypercar. C'est Michael Jensen, l'ancien de chez Peugeot, qui en fera donc partie. Et voilà, tu as pu le rencontrer. Exactement. Écoute, c'était une invitation globale qui nous permettait à la fois de parler aux pilotes et en même temps d'en savoir un petit peu plus sur l'avancée du programme. Donc en l'occurrence, Michael Jensen, effectivement, qui a été officialisé comme le tout premier pilote. Il va y en avoir d'autres dans l'année, on va y revenir. Cette année, donc, il fera les 24 heures de Daytona à très court terme. Il est engagé donc avec United Autosport aussi en ALMS. Mais il nous a expliqué exactement ce que lui a déjà fait depuis son arrivée, parce qu'il nous l'a bien précisé, il est arrivé juste après Bahreïn. En l'occurrence, il a été annoncé là, mais il travaille avec McLaren depuis la fin de la saison de WEC en 2025. Donc justement, il détaille ce que lui a fait depuis son arrivée. I've been involved in that. We've done some simulator work. Obviously, talking a lot about now we haven't been able to drive the car yet, but talking about everything that potentially can be made happen, or what we should not do, which direction to work in or work for. It's a very experienced group of people. They know what they're doing. They already had a bigger plan than I expected when I arrived the first day here. So to talk through everything was just a good moment, also to
introduce the first driver at least in these conversations as well, because obviously engineers know what they're doing, but you still need a driver's point of view on things, because in the end we have to drive the car. Donc depuis 2022, effectivement, Michael Janssen qui était chez Peugeot, le meilleur résultat c'est sa deuxième place donc à Fuji effectivement cette année avec Peugeot. Il nous explique notamment les raisons de son choix et forcément la motivation liée à sa première victoire en WEC qu'il cherche toujours à accomplir. I think it was just the fit now, obviously it would be nice to do another year of racing, but I think it was also a great advantage both for me and for McLaren to start working together already, because you can get deeper into work rather than joining later in the project. I like developing cars, yes, but I like racing them too, so it's not like it's not the reason for the choice. I was obviously not super happy with the performance, and I thought I'm in a golden time in my career as well. I just turned 31. It's a good age for an endurance driver. Wasn't really getting the success I felt that I deserved, and didn't win a reg race yet. So this time still has to come, and this makes you start looking around. When I saw McLaren announcing the project, obviously your eyes go a bit that direction, exploring what is it, with curiosity, and I think that's how it just naturally happened. Et puis l'autre question qu'on se pose bien sûr, c'est comment va-t-il travailler, si je puis dire même où va-t-il travailler en 2026, parce qu'évidemment il va y avoir United Autosport, il va y avoir McLaren, il va y avoir aussi Dallara, forcément le fournisseur du châssis, donc il nous explique un petit peu comment il va travailler et comment ça va s'articuler pour lui en 2026 pour préparer la saison 2027, saison qui va être un petit peu particulière pour lui. It's a lot of work to do. The car hasn't driven. In that time span it needs to drive. We need to get it perfectly working before the first race. So everything comes very quick suddenly. So you need to be on top of every project in the development phase, to not lose any time and to be spot on. So it's a long journey, but it comes very quick. And we need to execute and do the right work, and I think that's also an advantage to be earlier in the project here. Hopefully some other drivers joining soon to help me doing the work, and just very happy to get started soon. Donc Michael Janssen nous en a un peu parlé, évidemment il va y avoir ce découpage entre McLaren et United Autosport, donc cette segmentation si on peut dire entre les deux équipes qui ne vont former qu'une, mais James Barclay lui justement le patron du programme WEC en endurance et surtout en hypercar, nous en dit plus sur la nature de ce partenariat entre McLaren et United. Fundamentally obviously program management is operated from here, all our commercial aspects are run from here, but technically it's a real kind of hub for the team as well. So as we know with Hypercar, design development of the car up front is an important part. Our elements we can control. That's run from here at the MTC, obviously with our supporting supply chain. Also though, all our performance development will operate from here. So our drive in the loop simulator will be based here at the MTC. And then cars will live at United Autosports, and preparation of the cars will live up there. So those are the way we'll kind of separate the two, with the team working incredibly integrated, and we've been working that way as well since the announcement in June already. So yeah, very close working relationship between the two sites, and fundamentally as one team. And if you treat it like departments, right, that's the best way to explain it. We have almost departments within the team, and it doesn't matter whether they're, same with a lot of kind of racing organisations, they have different departments sitting in different places, and we bring the skill sets from both organisations together. And culturally, it's actually a great fit. McLaren, we're racers is something which is very clear to me as soon as I've joined here. It's a culture of races. Et donc en 2026, forcément, on va s'intéresser à la voiture, à son développement et naturellement au premier roulage, forcément. Le premier, justement, devrait intervenir, devrait pas tarder, puisque lui, il nous explique fin du premier trimestre, début du deuxième, en l'occurrence, il parle du mois de mai. Donc il va détailler effectivement ça pour les premiers tours de roue, si on peut dire, de l'hypercar. We've always had the intention of running the car from around May onwards, and we're back on schedule with that. Yeah, of course, as always, there's you never know between now and then rings, but we're on schedule, which is fantastic. We've heard the engine do its first laps of Le Mans on the dyno, which was a very special moment. Looking forward to sharing some of that with you soon. So we're on schedule with things, which is great. As always, the project there's a lot of
things to achieve between now and then. But yeah, all being well, we should be on track for that. Et forcément, pour faire rouler la voiture, eh bien, McLaren aura besoin de pilotes. Je pense que je vous apprends rien. Jusque-là, je suis. Michael Janssen a été officialisé effectivement cette semaine, mais il le dit, d'autres pilotes vont arriver et d'autres pilotes sont arrivés, mais évidemment, les contrats font qu'ils ne peuvent pas tout annoncer tout de suite. And we have some drivers already contracted, which we will announce in due course, obviously based on their existing contracts as well. But yeah, we're looking at a real group of experienced hypercar drivers, and we don't have to announce everyone up front. So probably not dissimilar to what you see in other programs. That we have a time during this year of testing where we can also confirm some of those final places in the team. So yeah, during the course this year, we'll be doing very similar. As we done with Michael, as soon as we are ready, we'll be able to announce. And for us, it's not a case of holding people back. It's just respecting time, contracts, the usual things that we have to rightly so respect as well. Et enfin, concernant l'état du développement, eh bien McLaren va pouvoir compter sur forcément une équipe qui est déjà en place, évidemment une expérience en sport auto, mais aussi des équipes qui sont expérimentées, puisqu'ils vont avoir justement des personnels qui sont issus de l'IndyCar, aussi notamment de la Formule E, qui vont venir et qui sont déjà venus renforcer l'équipe. Mais en tête, évidemment, ils ont le planning de l'année qui est très précis, et donc encore une fois que James Markley nous détaille avant l'arrivée en compétition en 2027. Yeah, we'll be into first shakedown and our first full tests, and then very quickly kicking into our endurance tests as the year goes on. So yeah. A combination of performance testing, but also endurance testing. Obviously, before then, we've got a lot of time on engine dynos. So by the time we reach track, we should have a really great sense of maturity with powertrain in particular. And then it's a case of testing chassis. Of course, the benefit with the spine is it's a proven product. The key point is our aero and taking our virtual wind tunnel work, our CFD work, through to track before we homologate at the back end of the year. So yeah, we'll share more about where we're going to be and when. Hopefully, to be honest, have some of you at some of the tests. That'd be great to, as Beck said, bring you behind the doors of our preparation. Merci Mathieu, merci à James Barclay, Avec merci plaisir. à Michael Janssen donc pour ces points importants et ces points de passage du programme McLaren en hypercar. On va rester en endurance puisque je vous propose de retrouver tout de suite Victor Martins qui est le nouveau pilote Alpine en endurance. Il pilotera l'une des deux Alpines à 424 cette année en championnat du monde d'endurance en WEC et il nous a accordé quelques petits instants et Victor, bienvenue déjà. Et qu'est-ce que tu ressens à l'aube de ce nouveau projet, de cette arrivée en endurance? D'abord, merci. C'est cool pour l'invitation. Merci pour forcément très content de rejoindre l'équipe. C'est sûr que c'est une nouvelle aventure pour moi. C'est un nouveau projet avec des nouveaux objectifs, de faire partie d'un constructeur. Je suis français, donc je reviens avec Alpine. Donc c'est toujours cool de faire partie d'un programme, d'un projet comme celui-ci et d'emmener sa valeur ajoutée au programme avec toute mon expérience que j'ai acquise. Alors Victor, après avoir fait plusieurs saisons en Formule 2, en monoplace, bien évidemment, comment ça se passe l'adaptation à un cockpit fermé, à aussi le fait de devoir partager son baquet avec des équipiers? Comment est-ce que tu te sens pour l'instant vis-à-vis de tout ça? Il y a un switch mental. Après, je pense que ce switch mental, il se fait assez rapidement. Quand on monte dans la voiture, on commence à sentir un peu les systèmes qui peuvent être intrusifs ou non, qui peuvent t'aider sur le pilotage, t'aider sur ce type d'informations qui nous manquent visuellement, sans voir les roues, par exemple. Après, quand j'avais roulé à Bahreïn, franchement, j'étais très à l'aise directement. Je veux dire, aujourd'hui, on roule dans des voitures qui sont poussées techniquement à un niveau où même nous, on doit être au top physiquement, mentalement, pour justement bien les ressentir, bien les analyser et surtout bien donner le bon retour à l'équipe pour justement les développer parce que je veux dire les voitures elles sont poussées techniquement ou même nous si on n'est pas prêt on peut vite être un peu pris de court par plein d'informations qui peuvent arriver de droite à gauche mais honnêtement non je veux dire ça reste une voiture qui roule à 300, à 350 même en ligne droite, ça va vite, ça a de l'aéro. J'ai eu l'habitude je suis pas au milieu, mais tout ça c'est quand on a une expérience comme moi, je pense, c'est plutôt rapide. En tout cas, avec l'aide de tous les ingénieurs, je vais avoir l'opportunité de travailler avec 40, 50 personnes qui connaissent le pneu, qui connaissent l'aéro de la voiture, qui connaissent tous les systèmes et vont pouvoir m'aider sur simulateur et en piste. Et enfin, l'objectif est évidemment d'acquérir de l'expérience, c'est ce qui manque bien sûr à toi Victor pour le moment. Est-ce que l'idée de faire peut-être un programme en LMS, un programme en IMSA serait une possibilité pour acquérir justement plus d'expérience? Non, pour l'instant, c'est simplement
Le WEC, je me suis engagé que là-dessus. Après, j'ai forcément mon programme, on va dire, de développement et de test avec Williams, qui est à part. C'est un autre sujet, c'est une autre. Voilà, c'est d'un autre côté. Mais après, on va dire, mon projet sportif avec ma saison, c'est simplement, pour l'instant, le WEC avec Alpine. Et ça me plaît comme c'est maintenant. J'ai pas forcément besoin de plus. Après, oui, je peux acquérir de l'expérience en endurance, donc que ça soit de l'ILMS, que ça soit de l'IMSA, on évaluera les opportunités pour comprendre et savoir qu'est-ce qui est faisable ou pas. Mais pour l'instant, c'est le WEC avec Alpine, ça va me prendre quand même un peu de temps. C'est nécessaire pour moi de le faire correctement, de bien préparer et justement de m'y mettre à 2000%. Merci beaucoup à Victor, qu'on retrouvera donc dès le mois de mars avec la première manche du championnat WEC. Ce seront les 1812 km du Qatar à Losail. Et pour avoir l'interview complète de Victor, eh bien, je vous propose de la lire dans Auto Hebdo de cette semaine. On va maintenant terminer comme d'habitude avec les résultats du week-end et on va se tourner notamment sur la monoplace. Mathieu, je me retourne vers toi du coup pour ces résultats. Il y avait de la formule régionale en Océanie, la formule régionale au Moyen-Orient également. Ça roulait à Topo en Nouvelle-Zélande, effectivement. Et je te propose, Mathieu, de nous faire le topo. Et bah c'est parti. Allez, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Fabuleux. On se retrouve la semaine prochaine. On peut arrêter l'émission là-dessus là Ah oui, oui, Ouais, ça sert à rien. en vrai, on peut. Générique, allez hop. Écoute, à Topo, on a eu 2 victoires d'un néo-zélandais, Ryan Wood. Alors, Ryan Wood, c'est particulier parce que c'est un pilote de supercar à la base. Et c'était ses premiers tours de route, justement, en monoplace, le week-end dernier et ce week-end. 2 victoires de Ryan Wood en course 1 et 4. Des nouvelles de Rowan Perra, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Rowan Perra qui a été 2 fois dans le top 10, c'est son meilleur résultat. Donc, effectivement, il a bien progressé depuis le week-end dernier. Il a notamment fait son meilleur résultat factuel, parce qu'il a fait P9 de la course 4. Donc, étant donné qu'il est très propre, il fait pas d'erreur. Il pilote vraiment bien. Pour l'instant, il prend pas de risque. Hein. Attention, on n'est pas sur des attaques non plus monstrueuses. Il profite surtout aussi des abandons et des mésaventures devant lui. Mais lui ne fait pas de sortie. Le seul abandon, on en avait parlé la semaine dernière, qu'il fait lors de la course justement d'ouverture, eh bien, c'est parce qu'il se fait percuter. Mais lui, aucune erreur, aucun accro, donc très intéressant et très prometteur, surtout Hugo Choukou, qui est toujours premier du général. Il n'a pas gagné ce week-end, mais il est toujours premier au point. Il reste 2 manches, ça va vite, en l'occurrence la formule régionale Océanie, le week-end prochain et le week-end d'après. Donc. Et puis donc en Frémette, en l'occurrence la formule régionale Middle East, eh bien on a eu 3 courses, non pas 4. Première course remportée par Alexander Abkazava, deuxième course remportée par Christian O, et troisième course remportée par Rachid Aldeiri. Rachid Aldeiri qui est leader effectivement du championnat, c'est sa première victoire dans la catégorie formule régionale, il est suivi par Mercedes, Rachid Aldeiri, depuis l'année dernière. Non, par contre, le vrai événement de cette formule régionale Middle East, malheureusement, ça a été les incidents, et plutôt les accidents, notamment au départ, on a eu quand même 3 calages sur l'une des courses. On en a eu un aussi pour le pilote qui était deuxième effectivement sur la grille lors de la dernière course. Ça fait quand même beaucoup. On a eu aussi des calages notamment avant les débuts de tour de formation. Donc pour rappel, hein, c'était la nouvelle mouture justement de cette formule régionale. Bien sûr. Donc bon, c'est un petit peu dommage d'avoir des problèmes techniques si on peut dire par rapport à ça. Néanmoins, j'ai pu avoir les explications techniques offertes par Jules Roussel qui nous avait parlé la semaine dernière et qui nous a expliqué pourquoi est-ce que ces calages étaient si fréquents. En l'occurrence, c'est pas tant un problème mécanique, c'est plus un problème du fait que l'embrayage apparaît très court, très sec et très... Il faut s'habituer en fait. Voilà, il faut s'habituer et dès qu'on veut partir un peu vite, me disait-il, lui-même a expérimenté un petit peu et a calé lors d'un tour de formation. Donc en l'occurrence, c'est assez ça peut être fréquent et surtout si les pilotes veulent vraiment se précipiter dans la manière de démarrer, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Donc c'est pas mécanique, mais attention quand même à ce que ça réarrive et que la sécurité soit pas mise en danger parce qu'effectivement on a eu quand même des beaux cartons et notamment un avec Belov qui a été très inquiétant au départ où vraiment il a percuté la voiture qui était à l'arrêt. Donc attention à ça. On a eu aussi malheureusement beaucoup d'incidents parce que Taito Kato qui a littéralement décollé sur le vibreur. Donc les vibreurs c'était... Il est un peu sorti de la piste et tout d'abord le vibreur est agressif. Voilà, le vibreur à la sortie du tunnel de toute façon est réputé, mais là en l'occurrence le train avant a vraiment décollé, donc il a pas fait la course 3 parce qu'il était en observation à l'hôpital. Alors tout va bien, je préfère rassurer si jamais voilà, mais effectivement voilà, ça a été problématique. Belov qui a pas fait la course, que lui il avait plus de voiture, donc c'était plus simple, et Kato malheureusement voilà, qui était en observation, donc pas de blessure, mais attention quand même à ce que le deuxième week-end soit un petit peu plus calme. En l'occurrence il se passe à nouveau à Abu Dhabi. Et puis du côté des Français, bon voilà, j'ai cité Jules Roussel qui nous a un petit peu débriefé ses impressions dans le magazine aussi dans le magazine bien entendu.
Et effectivement, les Français qui n'ont pas brillé, que ce soit lui ou Andrea Dupé, les deux sont chez G4, ils ont mis un petit peu de temps à s'adapter. Jules Roussel, en plus, qui a eu un problème moteur en qualification qui fait qu'il a dû partir quasiment dernier de toutes les courses. Il est quand même remonté, il a notamment fini P19 de la course 3, donc joli remonté, sachant qu'il partait 32 quand même, donc c'est intéressant. Mais voilà, il va y avoir encore du rodage, que ce soit avec la voiture, avec les équipes, avec forcément aussi ce championnat, parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils roulent à l'international. Donc on suivra ça la semaine prochaine, de nouveau, à Yas Marina. Merci Mathieu et merci Cyprien également d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette 19e émission Auto Hebdo. On se retrouvera lundi prochain et lundi prochain, ce sera le débrief du rallye Monte Carlo. Donc là, on va vraiment encore plus commencer cette saison 2026. La première manche du championnat du monde des rallyes, donc on va suivre tout le week-end sur autohebdo.fr et dans le magazine, bien évidemment. Également les 24 heures de Daytona. On salue Valentin Glo qui est en partance au moment où on vous parle, et bien justement pour la Floride et pour Daytona. Merci Cyprien, merci Mathieu, Merci à toi. et à la semaine prochaine.